notre pays a essayé de réagir à la numérisation tous azimuts de la vie économique et sociale. Malheureusement, et je crois, les résultats n'ont pas été tellement au rendez-vous. D'ailleurs, en venant et en préparant cette communication, j'ai lu plusieurs interventions d'acteurs du secteur. J'ai vu une contribution des travailleurs de la Sonatel. Notre ami Samba Sen a fait également quelque chose de très très bien. Ibrahima Noureddine Diagne, Basile Niane, tout cela, je les ai lus et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque jusqu'à présent. Malgré le fait qu'on ait dégagé une stratégie, qu'on ait travaillé dessus, 2025, c'est demain, on revient pour nous demander de travailler sur des questions qui étaient adressées à l'époque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché. Et de ce point de vue, je crois que quand j'ai lu les TDR tels qu'on les a caractérisés, je retrouve exactement la même problématique qu'aujourd'hui. Les TDR de la première stratégie. Il était dit, en cette phase de transition numérique, le régulateur du marché des communications électroniques doit se demander si les cadres de régulation en place peuvent toujours répondre à l'évolution du paysage du numérique avec l'arrivée des technologies émergentes et de nouveaux acteurs, mais aussi lutter contre les pratiques discriminatoires et garantir la transparence et la fiabilité des informations fournies aux acteurs de l'écosystème national. Ce sont ces TDR-là d'aujourd'hui qui posent des problèmes qui étaient déjà posés à l'époque. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, on nous demande de réfléchir à deux points principaux. L'adaptation du cadre réglementaire et la recherche d'un cadre de régulation approprié. C'est les deux. Cadre réglementaire, cadre de régulation. Je vais essayer de réfléchir pour aller un peu plus au-delà, parce qu'à mon avis, pour réfléchir, pour réussir la régulation, il faudrait avoir ce cadre juridique approprié. C'est important parce que, et ce n'est pas seulement dans les communications électroniques ni dans les innovations technologiques, aujourd'hui on se rend compte que le droit avance moins lentement que les innovations. Dans le secteur financier, on le voit. Il y a un problème quelque part. Et de ce point de vue-là, il faut essayer de les articuler. Donc, je n'ai pas pu m'appuyer sur des statistiques sans faille. Il n'y en a presque pas. On a énormément de difficultés. Mais une observation empirique aujourd'hui me permet de comprendre et de voir que la demande en numérique dans notre pays, elle s'accroît. Il y a une forte demande en numérique dans le pays, alors que l'offre, elle est là, mais elle a du mal à s'épanouir. L'offre de numérique. Il y a un problème quelque part de ce point de vue. Et si ça ne marche pas, c'est parce que je crois que ma science y est pour quelque chose. Le droit y est pour quelque chose. Je crois que c'est le droit qui n'est pas tellement adapté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que je vais exposer en 3 points. Le premier, c'est d'abord de caractériser l'état actuel de la numérisation de notre société. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Si on veut prendre en charge quelque chose, il faut connaître ce quelque chose-là et bien le situer. Donc, il faut caractériser l'état actuel de la numérisation de notre société. Ensuite, je verrai quel droit il faut pour encadrer ces nouveaux et ces nouvelles manières de faire et de penser. Et enfin, comment le régulateur peut réagir face à ces nouveautés-là. 3 points, juste assez rapidement. La caractérisation du secteur, je crois, on dit toujours, on est dans le secteur du numérique. Moi, j'avoue que personnellement, ça me pose des problèmes. Parce que les secteurs d'activité sont identifiés. La santé, l'éducation, le sport, ça c'est des secteurs d'activité. Mais quand vous prenez le numérique aujourd'hui, il est partout. Il est vraiment partout. Et je dis, est-ce qu'on ne perd pas du temps à essayer d'identifier un secteur du numérique? C'est mon avis, c'est une question que je pose. Alors, je crois que le numérique n'est pas un secteur d'activité, mais le numérique, c'est la forme d'expression aujourd'hui des activités économiques et sociales de tous les citoyens sénégalais. Le bémol, c'est que nous ne sommes pas arrivés à la numérisation totale. Et de ce point de vue-là, je crois que pour caractériser, je préfère employer le concept de transition numérique. Nous sommes en période de transition vers le tout numérique. Parce que jusqu'à présent, il y a des zones dans lesquelles le numérique n'est pas encore ici. Madame la coordonnatrice du Fonds de service universel, vous savez très bien ce que je dis. Il y a des endroits du Sénégal qui sont complètement des analphabètes de ce point de vue-là. Donc on est en période de transition numérique, et donc c'est ça qu'il faut prendre en premier. Si on le fait, je crois que je pourrais me permettre à ce moment-là de dire cette période de transition numérique dans laquelle on est, comment le droit doit la prendre en charge, doit prendre cette période-là. Et sur ce plan-là, on constate que, comme je viens de vous le dire, le nombre de secteurs qui sont pris en charge par le numérique, c'est important. Et ça soulève des questions énormes, des questions de société pour nous les juristes. Pour les juristes et pour les faiseurs de loi d'ailleurs de manière globale. Notre mode de fonctionnement est de plus en plus immatériel.
comment faire pour que l'on puisse avoir une réglementation qui prenne en charge cet immatériel-là? Ce n'est pas tellement évident. Si je veux dire quelques mots sur l'immatériel, juste quelques points. WhatsApp, par exemple, c'est un exemple que l'on donne généralement sur la virtualisation des infrastructures de télécom. WhatsApp, c'est révélateur. Le stockage et la compression des données numériques. Vous mettez beaucoup d'argent pour avoir des données, quelqu'un peut le copier en un rien de temps. Ça pose des problèmes également. Dans le monde financier, on en a parlé tout à l'heure en salle, j'allais dire en chambre d'appel quand on était dans la salle. Dans le monde financier, c'est encore pire aujourd'hui. Parce qu'il y a la possibilité de faire de la banque sans être banque. Chez nous, quand j'étais à la fac et que je faisais le cours de droit bancaire, je disais la banque, c'est celui qui est en charge de prendre les dépôts et de les utiliser en opération, comme on dit, de banque. Aujourd'hui, vous avez des dépôts qui ne sont pas dans les banques. On fait des opérations de banque, de paiement et tout ça sans être banque. On a des instruments de paiement, chèques, comme le chèque, comme les autres, sans être banque. Il y a quelque part quelque chose qui s'est passé. Ça a amené le régulateur bancaire à tenter de réagir. Il a réagi et il nous a créé ce concept d'établissement de monnaie électronique qui est un tout petit peu un corset pour moi par rapport à l'innovation. Donc, c'est des questions qui sont là et qu'il faut adresser. Ce que je constate en préparant également cela, c'est que les modèles d'affaires issus du numérique ont du mal à trouver un habit. Ils ont énormément de mal. Et on a aujourd'hui, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans beaucoup de secteurs, des modèles d'affaires qui ont eu d'énormes difficultés avec la justice. D'énormes difficultés. Parce que quand ils sont arrivés, les juges ont dit, le droit a dit, vous n'êtes pas conforme avec la réglementation en vigueur. Donc vous ne pouvez pas fonctionner. Or, ces innovations étaient utiles à la population. Ces innovations réglaient des problèmes ponctuels. Mais le droit qui était créé à l'époque de l'analogique ne peut pas anticiper sur ce qui va se faire au niveau du numérique. Et de ce point de vue-là, si je prends l'exemple de Airbnb, vous comprendrez tous les réservations d'hôtels. Uber et son pendant sénégalais Yango, c'est exactement pareil. Les combats de Uber ont permis d'ailleurs de faire avancer la réglementation sur le numérique. Donc, dans bien des cas aujourd'hui, il faut constater que les modèles d'affaires qui sont rendus possibles par l'état actuel des technologies ne rentrent pas dans les cases existantes. C'est vrai que la manière de fonctionner des innovateurs technologiques fait de telle sorte que, quelquefois, ils découvrent leur modèle d'affaires quand ils ont terminé. Ils avancent à petits pas. Et c'est au fur et à mesure qu'ils découvrent finalement ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Et de ce point de vue-là, ils ont du mal à l'adresser au départ, à le donner aux autorités et aux administrations. Et ça peut poser des problèmes. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi je constate que les constructions aujourd'hui juridiques et institutionnelles qu'il faut rénover pour accélérer le déploiement du numérique, ces problèmes sont nombreux et sont complexes. Ce sera une tâche, je crois que vous avez déjà commencé, mais c'est une des tâches de ces journaux. De ce point de vue, je crois que ça devrait permettre également cette question d'adressage du problème juridique et institutionnel. Si on l'adresse très bien, ça permettra de résoudre un problème également d'investissement. Parce que l'investisseur, quand il arrive ici, il veut savoir dans quel terrain il est. Mais si vous êtes investisseur innovateur, et que vous allez, et qu'on vous dise vous ne pouvez pas fonctionner ici, vous irez à côté. Et celui-là va vous accueillir à bras ouverts. Et cela pose d'énormes difficultés. Même ceux qui sont aujourd'hui des investisseurs professionnels, comme on les appelle, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds de retraite, ils vont dans des endroits où c'est accueillant. Et de ce point de vue-là, également, ils investissent dans des endroits où les innovations sont prises en charge par le droit. Alors de ce point de vue-là, je dis, avec ce contexte, quel droit il faut avoir? Comment faire pour prendre en charge ces innovations-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel doit être le rôle des juristes aujourd'hui? Et sur cette question, je crois que aussi bien le régulateur que le législateur, sur cette question, ils vivent exactement le même problème. Ils ont les mêmes difficultés. Concilier les exigences nouvelles, marquées par la rigidité du système juridique, et un système juridique que nous avons hérité. Ce n'est pas notre système juridique de départ. Et le système juridique, aujourd'hui, il est considéré comme étant un système rigide. Tellement rigide que même ceux qui nous l'ont donné, ils s'en rendent compte. Et de ce point de vue-là, je vais juste vous faire une petite citation d'un observateur français qui, en examinant les innovations dans leur relation avec
les innovations technologiques et le droit, il a dit ça de leur droit. C'est un Français. Il dit, notre droit tient du chef-d'œuvre en péril. Chef-d'œuvre en péril. Il est vieilli, il est anachronique, il est en déphasage complet avec le monde agile d'aujourd'hui. Il condamne l'innovation qu'il a qualifiée, lui, de carburant d'une période de mutation intense. Cette citation, elle date de 2016. Je la garde toujours. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, si on veut avoir un droit, il faut faire un diagnostic de ce droit. Si on veut avoir un système numérique qui fonctionne, il faut avoir un diagnostic de ce droit. Donc, pour résoudre ces questions, je crois qu'il y a deux choses à faire. Mais la première, c'est ce que l'on appelle le droit à l'expérimentation, Monsieur le ministre. Il faut expérimenter. Expérimenter, je crois qu'on le fait quelquefois sans nous en rendre compte. Et d'ailleurs, toujours dans ce pays-là qui nous a inspiré notre système numérique, il y a un think tank qui est très influent, qui a dit ceci à propos de cette expérimentation. Il dit, les startups du numérique proposent chaque jour des innovations commerciales ou techniques qui n'ont pas encore été testées et qui viennent bouleverser les équilibres existants. Et ils poursuivent en disant, il est souhaitable de ne pas empêcher le développement, même expérimental, des modèles qui rencontrent une demande du public et permettraient à leur pays de grandir et de faire grandir des entreprises numériques globales. Donc, il faut expérimenter. On ne peut pas dire à un créateur, à un innovateur, ce que vous faites est contraire à la loi. La loi, elle doit bouger. La loi, ce n'est pas le Coran, la loi, ce n'est pas la Bible. C'est les hommes qui l'ont posée et ça doit pouvoir changer. Et de ce point de vue-là, changer pour régler les problèmes des sociétés, c'est ce que l'on demande aujourd'hui. Mais pour le faire, c'est une nouveauté qu'on nous demande à nous, les juristes. Là, je vais peut-être taper sur nous. C'est nous qui sommes un peu comme ça. Nous avons un esprit, nous les juristes, qui est un peu obtus. On a du mal à concevoir que l'on puisse nous dire, voilà comment il faut faire. Parce que pour nous, la loi, c'est la loi. Un point, c'est tout. Une fois que la loi décide, c'est fini. On ne peut pas changer. Et donc, on nous demande aujourd'hui, et je demande à mes collègues juristes également, d'adopter une démarche de rupture. Il faut adopter une démarche de rupture, une démarche dans laquelle on n'est pas très bien préparé, nous, en tout cas les juristes, on n'est pas très bien préparé, et on nous demande en même temps de déroger à un principe que nous enseignons dans nos facultés. Ce principe, c'est quoi? C'est le principe de l'égalité civile qui voudrait que, voilà, tous les hommes naissant libres et égaux, il n'y a pas de raison qu'on donne un droit à quelqu'un par rapport à un autre. C'est le même droit qui doit être applicable à tous les citoyens, c'est ce qu'on dit. Or, moi, ce que je demande dans l'expérimentation, c'est qu'on isole une partie de la population en leur disant « vous allez expérimenter tel droit ». Et à ce moment-là, on viole effectivement le principe sacro-saint de l'égalité citoyenne devant la loi. Donc, l'expérimentation, elle existe ailleurs. Ceux qui sont un peu dans la santé savent et ils connaissent la pharmacie. Pour mettre sur le marché un nouveau médicament, on fait quoi? On fait des essais cliniques, des essais thérapeutiques sur l'homme. C'est ça l'expérimentation. Et si ça marche, on le met sur le marché et on vend. Ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup d'exemples que j'avais choisis, je ne vais pas les donner. Mais donc, il faudrait normalement introduire la question de l'expérimentation pour que l'on puisse y arriver. Alors, un droit qui fonctionne de cette manière, qui admet l'expérimentation, quel pourrait être le rôle de la RTP de ce point de vue-là? Comment il faut réguler à ce moment-là? Je crois qu'il y a une nouvelle forme qu'il faut adopter. C'est mon avis. Et de ce point de vue-là, le régulateur, c'est dans tous les secteurs, il n'existe pas seulement que dans les communications électroniques. Le régulateur, il joue un rôle intermédiaire entre les pouvoirs publics et le marché et les citoyens.